Bienvenue dans un nouvel épisode du Urban Tech Hub podcast. C'est le podcast où j'interviewe des personnes qui, je trouve, ont une histoire intéressante, qui peuvent être inspirantes. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir invité Gaëtan Leroux, qui a, je pense, une histoire assez singulière, intéressante. Donc bienvenue sur le grill. Vera, salut. Et pourquoi est-ce qu'on ne commence pas avec toi qui nous explique simplement justement ton parcours? Ok. Écoute, mon parcours pro du coup plutôt j'imagine. Ouais. Ça a commencé en 2010 je dirais. J'ai été faire un petit tour, j'ai eu la chance de pouvoir faire un petit tour à Montréal. J'ai pu travailler pour le gouvernement belge, c'était assez cool, j'ai appris plein de trucs. Puis j'ai commencé à vouloir voyager un peu. Toujours pour le gouvernement belge, j'étais en Australie aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Et tu faisais quoi? Je travaillais pour l'agence wallonne à l'exportation, Okay. En gros. Et donc j'aidais des structures de moyenne taille à se développer en Amérique du Nord et en Australie. Et voilà. Et donc c'était génial, mais j'avais déjà au fond de moi cette envie d'avoir mon propre truc et pas devoir tout le temps rapporter au-dessus de moi. Et immobilier, comment IMO, c'est que j'ai grandi sur des chantiers en fait. J'ai grandi sur des chantiers parce que mes parents étaient plutôt IMO, aimaient bien rénover. Okay. Donc j'ai appris ça de là. Je trouvais ça assez intéressant, donc je me dis je savais pas trop quoi, donc j'ai commencé à creuser ce sujet-là. Et puis rapidement j'ai créé ma boîte. Avec un premier associé. Codabel? Non, c'était Gestea. Ok. Ah oui. Et puis Codabel, Codabel c'est Béranger qui l'avait créé. Et puis on a tout mis ensemble avec Béran. Et puis on a créé donc Codabel Gestea. Et puis on a eu la chance de faire quelques belles acquisitions. Et donc voilà ce qui est devenu à terme le groupe Codabel. On est passé à travers vents et marées. Clairement, c'était assez intéressant. On a appris beaucoup de choses. Et puis en 2021, il y a un groupe français qui est venu nous voir pour nous proposer de nous racheter, parce que c'était stratégique pour eux. Parce qu'on était sur une branche d'activité que n'avait pas encore au Benelux. Et donc on a décidé de vendre. Okay. In fine, beaucoup de questions quand même. C'était des bébés qu'on avait créés de toutes pièces, donc c'est quand même un sujet qu'il faut mûrir. Donc ça a mis du temps, d'abord dans nos têtes, et puis bon après process classique. Et voilà. Donc là maintenant on est sur de nouveaux sujets. Avant qu'on attaque maintenant, explique-nous pour ceux qui ne connaissent pas, donc Codabel, Gestea, c'était quoi votre value proposition, donc votre champ d'activité et peut-être la taille, donc tous les chiffres clés, donc je sais pas, nombre de TP ou bien mètres carrés sous gestion ou AUM ou peu importe la métrique, pour que les gens comprennent l'ordre de grandeur. Oui, ok. Donc Gestea était une marque B2C. Codabel était une marque B2B. Principalement. Donc Gestea était active dans toutes les tranches actives. Donc à part l'état des lieux, c'est la seule chose que Gestea ne faisait pas. Et le modèle de base, c'était de me dire que si on faisait bien le syndic de copropriété, qui c'est quand même un métier qui n'a pas spécialement la cote et qui est très très dur. D'ailleurs, j'insiste vraiment là-dessus. C'est vraiment un métier super complexe. Eh bien, on pourrait devenir le conseiller 360 degrés des gens. En gros. Et donc là, proposer de la gestion privative, donc représenter le propriétaire vis-à-vis des tiers et faire du courtage, location, vente, ce genre de choses. Plutôt qu'en fait, je voulais, l'idée de base, c'était vraiment essayer de transformer un peu le modèle de l'agent immobilier qui doit prospecter en faisant du calling à l'arrache. Non, c'est de dire, on connaît votre immeuble, on le maîtrise sur tous les axes assez logiquement. Vous voyez comment on bosse en syndic et donc sachez qu'on a la même rigueur en courtage et donc on va y aller et on va aboutir. Donc ça c'était le postulat de base. Et en effet, moi ça m'avait quand même
fort perturbé et c'était quand même dur cette prospection. Et donc c'était vraiment l'idée, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un système un peu plus facile, un peu plus efficace et moins pénible pour les agents? Et je m'étais dit, tiens, ça va me permettre de mieux recruter, plus facilement en tout cas. Et de donner un peu de confort à nos collaborateurs. Donc ça, c'était le postulat de base. Berrand Colabel, donc lui, il faisait du conseil à l'acquisition pour un gros groupe, un fonds d'invest français, fonds d'invest privé. Et il a eu l'opportunité de racheter, ça a été son premier grand deal, de racheter un centre commercial à Bruxelles. Et puis le client qui a racheté le fonds dit mais attendez les gars, en fait pourquoi vous le géreriez pas? Ça sert à rien. Enfin voilà, vous êtes quand même mieux placé que tout le monde pour pouvoir le faire, quoi. Ouais. Bah ouais, en fait t'as raison, boum. Puis on a commencé à faire de l'asset management, du property management. Donc asset, c'est une vision financière entre guillemets du cycle de l'actif, et le property management, c'est le day-to-day, c'est du technique, c'est de l'administratif, c'est de la représentation auprès des tiers, de nouveau locataires, autorités, et c'est du reporting, comptabilité, en gros. Et donc lui a commencé ça, il a commencé à staffer. Moi, ça commençait à prendre un peu d'envol. Puis on s'est rencontrés une soirée, on a causé IMO, puis on a gardé contact. Et on s'est dit, prenons des bureaux ensemble. Donc on s'est tapé rue Les Broussards. Moi j'avais acheté l'imprimante, lui acheté les coca et le café, et puis petit à petit on avait besoin d'une voiture, on a acheté une voiture à deux, puis on s'est dit mais en fait associons-nous, c'est beaucoup mieux, parce que Méga pouvait faire une partie de ce que lui n'arrivait pas à faire et inversement, tu vois, donc ça faisait du sens, il y avait beaucoup de complémentarité là-dedans. Et puis on s'est associés, puis les équipes ont grandi, on a fait un gros move, on a changé de bureau, grosse décision. Je me souviens, c'est marrant parce que à l'époque c'était ce qui paraît aujourd'hui entre guillemets anodin, c'était mûrement réfléchi. La première rencontre avec la version changement aussi auprès des équipes, c'est que t'étais dans ton relais Broussard, tu dois aller rue Royale. Et là, lever de bouclier, non, mais on veut pas. C'est 100 mètres à côté. Tu vois, non, mais c'est marrant, quoi, tu vois. Et donc c'est là où on a commencé à comprendre que c'était d'être manager, en fait, clairement. Et que des petites choses qui pour nous paraissent, comme je le disais, très anodines, en fait, ont beaucoup d'importance pour d'autres. Donc bref, donc rue Royale, puis on a eu la chance de pouvoir acheter un très beau portefeuille résidentiel qui nous a donné beaucoup de croissance, d'intégrer du coup une trentaine de personnes, mais donc une équipe de 45 qui intègre 30 personnes avec une culture d'entreprise très différente. Donc on a appris à intégrer, en gros. Et finalement, ça s'est assez bien passé. Donc on était très utile pour après. Ce qui était vachement utile pour exactement, clairement, parce que on a eu cette intégration là, on en a eu d'autres, hein. On a fait on a eu 3 ou 4 intégrations en tout. Et donc écoute, on gérait alors en milliers de mètres carrés, je vais être honnête, je ne sais plus. Ce que je peux te dire, c'est que on était numéro 2 en retail en Belgique. Et on était 4 ou 5e en bureau, grosso modo. Et en résidentiel, on était quand même, je sais plus, mais tu sais, t'avais moins le focus sur le rési, parce que quand même le résidentiel commence à s'institutionnaliser, mais c'est très granulaire, donc il y avait moins d'intérêt. Mais donc ouais, en retail, on était quand même très très fort. Combien de collaborateurs? Alors en tout sur le groupe Codabel, à la fin on était entre 100 et 110, j'ai plus les chiffres exacts, mais à force d'intégration, à force de prendre des parts de marché, sur le portefeuille dont je te parlais, tu sais, c'était 1 millier de logements un peu, de manière assez granulaire en Belgique, mais du coup ça appelait aller chercher un permis pour rendre le truc un peu plus efficace. Ça a été diviser, ça a été vendre à la découpe, ça a été vendre en bloc, enfin tu vois, donc pas mal de skills qu'on a pu se donner. Et donc voilà, et donc in fine, oui, je pense qu'on était une grosse centaine, entre 100 et 110, je pense, quelque chose comme ça. Donc ouais, beaucoup d'intégration. Et puis un groupe français vient toquer à votre porte. Voilà. Et comment ça s'est passé est-ce qu'il y a des anecdotes? Je sais pas. Est-ce qu'il y a, par exemple, il y avait plusieurs candidats acquéreurs? Non, en fait, on n'était pas du tout dans un process de vente.
si tu veux. Pas du tout. Mais on était quand même, on sortait du Covid, avec beaucoup de points d'interrogation, avec beaucoup de travail de la part de toutes les équipes. Berrand qui se fait quand même 10 jours à l'hosto parce qu'il l'a chopé au tout début, donc compliqué à gérer. Devoir prendre des décisions malheureusement difficiles parce qu'on naviguait un peu dans le brouillard. Et voir un peu toutes les négos retail. Ça c'était ligne par ligne. On avait à l'époque, je pense 500 lignes, je crois, un truc du style déjà. Je me souviens qu'Adidas avait dit on paye pas. Ouais, entre autres, oui. T'avais vraiment, et aussi chaque propriétaire avait sa manière de gérer la crise, si tu veux. Et donc c'était, et chaque retailer avait aussi sa manière de voir les choses. Donc voilà. Vous aviez des retails essentiels, genre des pharmacies, des supermarchés, genre. Ouais, on en avait. Ouais, ça, c'était ceux qui eux ne posaient pas problème. Non, eux c'était ok, clairement. Certains, oui, je vais pas donner de nom, je peux pas, mais non, c'était parfois étonnant. Mais bon, c'est correct. Mais donc ouais. Ok, et donc la négo avance, finalement vous dites ok, on part avec eux, bon, il y a sûrement plein de détails que tu peux pas partager, mais qu'est-ce que tu as fait le jour où ça a été signé? Le jour où ça a été signé, c'était le 31/12, et je suis allé, on a été fêter ça avec Béranger et avec nos avocats, et on a été chez Rachid. Alors chez Rachid, c'est rue du Bailly. Okay. On a été manger un couscous. Okay. Parce qu'on aime beaucoup cet endroit et on aime beaucoup Rachid. Okay. Et on a passé l'après-midi là. Et Béranger partait à Paris pour fêter le Nouvel An. Moi, de mon côté à Bruxelles. Et on se dit toujours, heureusement qu'on n'a pas pris le Thalys ensemble, parce qu'à mon avis, on allait ressortir chacun un tatouage sur l'épaule, parce qu'on était en bonne forme et on voulait sacraliser le moment, si tu veux. Mais j'en garde un souvenir assez cool. On est allé, on est allé au Louvre aussi, Parvis de Saint-Gilles. Enfin, j'ai un sourire parce que j'ai passé une journée assez mémorable et c'était très cool. C'était très cool. J'avais demandé au fondateur de Building Engines qui avait revendu pour 200 millions Building Engines à GLL. Ok. Qu'est-ce que tu as fait le jour où tu as signé? Et alors il a dit on a été au restaurant avec ma femme, on a pris une bouteille de champagne et lundi j'étais au boulot. Ah oui, voilà, ok. Bon, alors nous on a fait ça, on a fêté du coup le Nouvel An derrière. Puis on avait une semaine de congé et puis on commençait l'intégration et l'annonce. Imagine, t'avais un earn-out et t'avais un retainer et machin et t'étais obligé. Oui, puis même, tu vois, par principe, quoi, tu vois, ouais, clairement. L'idée de base, quand même, c'était de se donner, les moyens, et ce qui continue à être fait d'ailleurs, c'est de se donner les moyens de faire plus, quoi. C'était un peu l'objectif aussi, parce que en gros, à un moment, tu te retrouves dans une situation où soit tu investis massivement pour continuer à faire de la croissance, en gros, en outils digitaux principalement, parce qu'il y a une grosse demande en reporting, assez logiquement. Ah ouais. Vous étiez avant tous les ESG aussi, un petit peu avant. Ouais, voilà, exactement. Et donc là, c'était un choix, et en fait, c'était un choix qu'on ne s'est jamais posé, de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on fait? On le fait, non, on va continuer à faire ça, on va continuer à développer. Et puis ils sont venus toquer à notre porte. C'était le confinement, je me souviens, les restos étaient fermés, mais on a quand même réussi à déjeuner ensemble. Okay. Ne me demande pas comment, parce que ça va être trop compliqué à raconter. Okay. Mais c'est là où on s'est vus et puis en effet, c'est là où, si tu veux, l'élément déclencheur. Et puis en effet, on a beaucoup parlé. Et puis on y allait, quoi. Okay. Clairement. Et du coup, aujourd'hui, tu es sur plusieurs projets. Est-ce que tu peux un peu plus nous expliquer ce que tu en fais et aussi, même chose, chiffres clés, quoi. Ouais. Écoute, pour le moment, je suis beaucoup dans Colive, dans le co-living. C'est un des deux acteurs, je veux dire, principaux de Bruxelles, enfin de la Belgique, quoi, en gros. Donc Colive qui est né en 2018 et qui se développe quand même assez bien. Je pense on a 700-800 chambres, je pense, quelque chose comme ça.
Et on est présent à Bruxelles, à Paris et à Lisbonne. Et donc voilà, et donc en gros, ce qui se passe, c'est que on a réussi à se mettre d'accord avec Securex pour développer un portefeuille en co-living avec eux, qui s'est vachement bien passé. Et donc maintenant, on a pu l'année dernière finaliser un accord avec un fonds français, avec lequel on achète à Paris, intramuros, première, deuxième couronne. Et on achète, pour le moment, on a un rythme entre une maison et demie par semaine. Wow. Quelque chose comme ça. Parce que Securex, c'était déjà un deal, je pense, de 15 millions, un truc comme ça, c'est énorme. Ouais, Securex, on a fait un peu plus, je pense. Clairement, on a même fait plus. Petit à petit, mais en fait, ça a été très vite. Ça a été très très vite. Et donc, Colive, il a 3 métiers. Il fait de l'advisory à l'acquisition. Il conseille, du coup. Il fait du MOD, donc du design build, en gros. Parce que Colive a quand même un ADN assez fort et un branding quand même assez marqué. Au niveau du layout et donc, ouais, exactement. C'est voilà, c'est comme ici, tu vois, il y a une patte, quoi, il y a quelque chose. Chez Colive, il y a clairement cette patte-là aussi. Et enfin voilà, tu rentres dans une maison Colive, tu sais que tu es chez Colive, quoi, en gros. Et puis après, tu as le métier d'opérateur. Et donc on est sur un modèle de beau longue durée, en gros. Donc ce qui est assez intéressant pour les stratégies qui sont vraiment à la garde sur des concepts un peu plus long terme. Et donc voilà, donc on se développe, on a pour ambition de se développer beaucoup à Lisbonne. Ou au Portugal de manière générale, en France, Bruxelles, il y a la question qui doit être réglée à un moment autour des taxations. Grosso modo, c'est un peu l'idée qu'on doit creuser et on attend. J'attends avec impatience de savoir avec qui on pourra discuter avec la nouvelle législature. Voilà, parce qu'à un moment, je pense qu'il faut qu'on arrive à se mettre autour de la table avec les institutions publiques, parce que je pense que ils doivent peut-être mieux comprendre ce qu'on fait et peut-être que nous on doit mieux l'expliquer. Je pense que c'est un peu l'idée. En tout cas, ma volonté c'est de le faire et voilà. Donc c'est un peu l'idée. Donc ça c'est Colive, ce qui prend du temps. C'est une structure qui se développe. Donc qui dit développement dit besoin de structuration aussi. Donc je reviens dans les premiers challenges des premières intégrations entre guillemets, ou en tout cas de structuration de boîte si tu veux, qu'on avait à l'époque chez Codabel. Donc voilà, donc c'est assez intéressant, c'est assez cool. Je suis avec Nils et Laurent là qui ont fondé Colive, et donc c'est assez chouette de pouvoir échanger là-dessus et de pouvoir faire avancer le truc. Et de le structurer, de le voir se structurer. Donc ouais, c'est assez sympa. Trop cool. Ouais, et t'habites à Madrid une partie du temps. Voilà, exact, ouais, tout à fait. Et puis là, on a quand même un projet, plutôt un projet de cœur entre guillemets. En fait, après avoir vendu, donc on avait décidé d'aller en Colombie, nous, avec ma femme et mes enfants. Parce qu'on voulait donner 6 mois de notre temps à quelque chose qui faisait du sens, quoi, en gros. Okay. Et du coup, on est parti en Colombie. On avait chacun une mission dans une ONG différente. Moi, plutôt financière, et Amandine était sur un sujet aussi financier, mais c'est une ONG belgo-colombienne qui fait de la réinsertion des jeunes militarisés via l'art, donc assez sympa. Bref, on a vécu 6 mois à Medellín, du coup, en Colombie, avec mes enfants qui étaient à l'école de quartier, les seuls Européens dans une petite école, c'est à 35 enfants, tu vois. Oui, non, mais complètement. Et c'était assez cool, donc j'ai appris l'espagnol, machin et tout. Et là, je me suis dit, il faut quand même que j'arrive à garder dans tout ce que je ferai, il faut quand même que j'arrive à garder un côté donner du temps pour des projets qui sont aussi impactants socialement et sociétalement. C'est quelque chose qui est quand même vachement important pour moi. Et du coup, j'avais dans ma cuisine en Colombie une sorte de jarre avec un petit robinet en dessous. Je sais pas trop ce que c'était.
Et Béranger, lui, était au Guatemala aussi, pendant ce temps-là. Et lui avait une sorte de jarre avec un petit robinet aussi. Il dit, tiens, c'est intéressant ce truc-là. Et donc, c'est un filtre. C'est un filtre à eau, en fait. C'est du low-tech. C'est de la terre cuite, si tu veux. Je te passe les détails. Mais l'idée, du coup, c'est de pouvoir donner l'accès à l'eau potable dans des coins où il n'y en a pas. C'est une mission. Deuxième mission, c'est de concurrencer le plastique. En gros. Alors moins ici, tu vas en Espagne, tu as quand même une sur-utilisation du plastique. C'est quand même assez intéressant. Et du coup, ça c'est notre manière de donner du temps, avec quelque chose qui est impactant tant sociétalement que socialement. L'objectif c'est de le vendre en Europe pour concurrencer le plastique. Donc du coup, tu prends ton eau de robinet qui contient quand même pas mal d'antibiotiques, c'est des trucs qui sont pas super top. Tu filtres ton eau et donc moins besoin d'acheter de l'eau en plastique. Ou des trucs comme ça. Voilà, exactement. C'est pas le même procédé. Enfin voilà, je serais ravi de te raconter un peu la composition du truc, mais bon, voilà, c'est pas le sujet du moment. Et tout ce qu'on gagne comme marge, c'est de pouvoir le redonner via des partenaires locaux. Alors pour le moment, on est plutôt sur un sujet, sur des partenariats en Afrique. Et en fait de donner ce filtre pour donner vraiment l'accès à l'eau potable. Du coup, t'as plus besoin de brûler ton eau, tu vois, de la faire bouillir pour la désinfecter. Tu peux utiliser ce filtre-là et de commencer avec des dispensaires, puis avec des écoles, puis tu vois petit à petit le mettre en place. Et donc ça va être notre manière à Béranger et moi de donner de notre temps. Voilà, exact. C'est un peu l'objectif, quoi. C'est un peu l'objectif. Donc t'es déjà multi-projet, t'habites dans plusieurs villes, t'es passé d'entrepreneur à investisseur, board member, ce genre de sujet-là. Donc à quel point est-ce que t'as changé, évolué? Donc j'aimerais comprendre aussi à quel point est-ce que ta façon de lire les gens a aussi évolué. Un jour, quand on avait échangé récemment, tu me parlais d'une personne et tu me dis elle m'a pas transcendé. Et donc ma question c'est qui te transcende? Qu'est-ce que tu essayes qu'est-ce que tu apprécies? Comment est-ce que tu juges les gens, tu vois? Ce qui est une question très spécifique. C'est une question difficile parce que, en effet, c'est du jugement. C'est pas toujours facile. Je crois aussi au fait que les choses peuvent évoluer, les relations vont évoluer aussi, que ton avis de base, il peut clairement changer. Écoute, j'ai beaucoup appris parce que j'ai recruté beaucoup de monde, clairement. Et donc parfois tu t'étonnes en gros. Des erreurs de casting? Oui, des erreurs de casting parce qu'au début en fait t'as un besoin. Il y a quand même il y a une certaine tension sur le marché de l'emploi aujourd'hui. C'est pas facile de recruter. Ça devient compliqué parce qu'il y a énormément de concurrence. Et aussi parce que je pense que on n'a peut-être pas évolué avec les besoins des gens. Pas assez vite, en gros. C'est que je pense que ces besoins, cette culture, la mentalité a vachement évolué les 10 dernières années. Après, on a le Covid aussi qui a eu un impact là-dessus. Mais donc, je pense que on n'a pas réussi à assez bien s'adapter pour répondre vraiment aux attentes des gens, en gros. Parce qu'en fait, ce que je dis toujours, moi, c'est que, en gros, on a une double cible. On a une cible client. Et puis on a une cible collaborateur, en gros. Et si on n'arrive pas à contenter aussi bien l'un que l'autre, si on n'arrive pas à investir autant de temps dans l'un que l'autre, ça n'ira pas. Donc ça, c'est pour la partie recrutement. Là, j'ai appris énormément de choses. Et donc, j'ai essayé de mettre des outils très artisanaux, un peu made by groupe Codabel. On a essayé de mettre des outils en place, à force d'en discuter, avec nos pairs, ce que moi j'appelle nos pairs. Voilà, j'ai quelques personnes comme ça qui restent encore aujourd'hui vraiment des mentors. Et dire, mais allez, je bute quoi. Comment vous faisiez, vous, dans vos boîtes, des trucs très structurés ou de l'entrepreneuriat? Il faut faire des cases, il faut autant écouter la forme, la comprendre, la lire, apprendre à lire entre les lignes, que le résultat final. Et donc, c'est vrai qu'en 10 ans, c'est vrai que tu regardes plus les gens de la même manière, ça c'est sûr. Et j'ai une qualité, un défaut, j'en sais rien, mais je fais attention à tout, le moindre détail. C'est quelque chose qui est très fatigant, parce que du coup, tu es tout le temps encombré, mais qui te sert quand même vachement aussi, en gros. C'est une body language. Ouais, vachement, mais surtout, tu vois, la manière
la manière de répondre, enfin, il y a énormément de choses. Voilà, tu vois, tu peux déjà lire énormément de choses, bêtement, sans parler. Et du coup, c'est vrai que fatalement, à force de faire l'exercice, tu testes des choses, tu essayes d'apprendre, tu essayes de comprendre. Personne n'est parfait, des erreurs on en fait tous, tant d'un collaborateur qui se fait une image de la boîte et en fait c'est pas du tout l'image en fait in fine, donc il n'est pas heureux. Nous aussi pareil, on se fait une image, un collaborateur, ça marche pas. Bon bref, donc du coup j'ai appris beaucoup là-dessus. Et puis j'ai appris beaucoup j'ai appris beaucoup sur mes derniers voyages là. La Colombie, j'ai quand même ouvert les yeux sur énormément de choses, me rendre compte en fait à quel point on réfléchit pas de la même manière, parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes, parce qu'on n'a pas la même culture, et donc ça me permet aussi de prendre beaucoup plus de recul par rapport à la réaction des gens. Et aujourd'hui, c'est vrai que je vais avoir tendance à me dire bon, ok, en effet. Il m'a pas transcendé, ou elle, mais je vais laisser beaucoup plus de temps aux choses. À l'époque, je pense, très jeune, on était jeunes aussi, on avait 24-25 ans quand on a commencé, tu vois, donc bon, t'as pas la maturité, entre guillemets, d'eux, mais c'est vrai que je vais laisser beaucoup plus de temps, en gros. Tolérant, être ouvert d'esprit, quoi. Plus de tolérance, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, on dit toujours c'est les premières secondes qui font tout, mais non en fait, je suis pas d'accord avec ça. Parce que beaucoup de pression sur les premières secondes. Non mais c'est beaucoup trop de pression. C'est que si t'as quelqu'un qui a une aversion au stress, a priori un entretien c'est un événement qui est plutôt stressant et donc il va pas être dans sa zone de confort pour exprimer tout le potentiel qu'il a. Du coup, et puis en fait tu le découvres et puis petit à petit, bon tu te découvres positif, tu te découvres parfois négatif, mais fine. Et donc pour répondre à ta question de qu'est-ce qui me transcende, c'est une question super complexe, je trouve. C'est vraiment une question. T'inquiète, on peut y revenir après. Quoi ? Non, mais oui, je dois faire un build-up d'idées, mais j'aime beaucoup les gens en drôle. Je trouve que l'humour doit quand même faire partie de la vie au quotidien parce que ça permet quand même d'avoir une approche qui est très différente du day-to-day. Et c'est vrai que des gens qui aiment donner, tu vois, donner de leur temps, vraiment qui ont une conscience sociale, sociétale, qui veulent être impactants dans certaines choses, je trouve ça quand même cool. Et c'est vrai que quand je vois aujourd'hui dans ce petit monde bruxellois d'entrepreneurs que tu connais aussi bien que moi, et en fait tu te rends compte quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont de très bonnes idées, mais avec un fil rouge qui est impact sociétal, impact social et tout. Et c'est vrai que voilà, toi tu le sais mieux que moi, c'est quand c'est tous des jeunes pousses ou des beaucoup plus gros pousses d'ailleurs, mais tu te rends compte quand même que en fait il y a plein de projets absolument exaltants, géniaux, avec des gens qui ont des brains mais comme ça, et ça c'est gay, je trouve. Tu vois, c'est assez cool, clairement. Mais je suis très content du coup d'avoir cet échange-là. Mais je suis ravi d'aller faire une maraude et pouvoir aider quelqu'un qui est dans la rue. Je suis ravi d'aller écouter les problématiques d'un gros groupe et du gars qui travaille de 8 à 16 et c'est vraiment pas facile. Enfin, tu vois, en gros, j'aime les gens, clairement. Ça c'est sûr, mais voilà, mais c'est vrai que s'il y a un petit côté, je veux être impactant, je veux faire quelque chose en plus, go the extra mile, comme on dit, je trouve ça assez cool. Sur laquelle je réfléchis pas mal pour le moment, c'est la question de est-ce que c'est possible d'être heureux et successful. Donc est-ce que c'est possible ? C'est un peu la question du coût qu'il y a dans les rêves ou bien du risque qu'il y a dans les ambitions, c'est-à-dire quand tu as des rêves, quand tu as des grands rêves, forcément tu peux être confronté à la frustration que dans ta vie de tous les jours, tu n'es pas dans ton rêve. Et donc tu as un écart entre ta vie de rêve et ta vie actuelle. Même chose avec les ambitions. Si tu as trop d'ambition, peut-être que du coup, tu sacrifies énormément, tu n'es pas content de ta vie actuelle. Et donc, plutôt que te porter vers le haut, les ambitions peuvent te porter vers le bas, te rendre malheureux. Ouais, bien sûr. Et donc, est-ce que pour être heureux, il faut juste pas avoir d'ambition, tu vois ? Est-ce que c'est possible d'avoir les deux ? Est-ce que ce genre de réflexion, c'est des sujets
sur lequel tu as réfléchi? Ouais, alors c'est au centre de mes préoccupations du moment. Donc c'est assez intéressant, je trouve, comme question. J'ai évidemment pas une réponse toute taillée, clairement, parce que je suis clairement dans ce process de réflexion. C'est pas facile. Ce que je peux te dire, c'est que je pense que, et d'où mon côté très entrepreneurial et ce besoin d'autonomie, c'est que toi tu vas être heureux d'une certaine manière, moi d'une autre, et en fait nos manières pour y arriver vont peut-être pas correspondre, et du coup ça va peut-être pas fonctionner. Donc d'où c'est vrai mon besoin d'autonomie, c'est quand même vachement important. Je crois que c'est une question qui est centrale, clairement. D'abord, c'est quoi être heureux? Ça, c'est un sujet purement perso. Ouais, et aujourd'hui, c'est pas le heureux de demain aussi. Ouais, non mais voilà, c'est ça. Parce que quand j'ai commencé, il y a quoi, à 24 ans, je dirais, 23 ans, quelque chose comme ça, j'étais heureux, clairement, mais ma définition d'être heureux, je me mettais en ménage, j'avais aucune pression. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est facile. Les amis, la musique, le soleil. Non, mais voilà, chill. Enfin, tu vois, tes contraintes, elles sont quand même, à 24-25 ans, elles sont quand même très relatives. Ouais. Même si ça paraît très complexe, mais non, en fait, c'est très relatif. Puis aujourd'hui, t'as des enfants. T'as passé beaucoup de temps dans ta boîte pour la faire grandir, parce que t'avais une ambition. Mais finalement, est-ce que ça te correspondait ou pas? Alors, au posteriori, moi, je peux te dire que finalement, oui, ça me correspondait vachement. J'aime ça, j'aime gérer des gens, c'est quelque chose c'est pour moi le sujet principal, et in fine, je peux te dire avec un peu de recul que même si c'était intense et très complexe, ouais, j'étais heureux professionnellement, et donc je pense quand même que l'un est intimement lié avec l'autre. C'est qu'en fait, si tu es heureux professionnellement, ça va quand même t'aider à être heureux de manière générale, et inversement, si tu es heureux perso, et voilà. Donc voilà, donc je pense que c'est central, je pense que ça évolue vachement, je pense que l'un est compatible avec l'autre pour autant que tu acceptes de prendre de la hauteur sur le sujet. Et je pense par contre que tout le monde ne se pose pas la question, et c'est dommage parce que je pense que c'est une question en fait c'est la question qu'il faut se poser en fait. C'est de dire bon, j'ai une ambition, fine, mais d'abord moi. Qu'est-ce qui me rend heureux? Et puis après, on va voir comment imbriquer tout ça, si tu veux. Parce que tout est imbricable. C'est juste une question d'organisation, c'est une question de vision, c'est une question de... C'est pas si complexe à faire. Mais se faire passer avant, c'est vraiment pour moi la conclusion. Oui. Parce que, donc, plein de gens disent, voilà, si tu veux réussir une grande boîte, il faut être capable de tout sacrifier. Tout sacrifier, ça veut dire, il y avait une interview récemment de Elon Musk qui disait, ok, il faut travailler dur, mais ça veut dire quoi travailler dur? Nous, quand on a créé PayPal, on avait loué un bureau et on dormait là, on vivait là. Le jour, on avait un ordinateur, le jour, on faisait tous les paiements, et la nuit, on faisait du coding. Et donc c'est ça, travailler dur. Et donc il disait, j'avais une copine à l'époque, si elle voulait être avec moi, il fallait qu'elle vienne dans le bureau, quoi. Ouais. Donc ça, c'est la conception de travailler dur. Donc moi, je pensais que je travaillais dur, mais ça, c'est le niveau supérieur, quoi. Ouais, c'est clair. Mais donc, il faut être capable de tout sacrifier. Pourtant, quand tu sacrifies tout, tu n'as pas de garantie que tu vas y arriver. Et pour moi, sacrifier tout, c'est ce que j'ai compris récemment. Ça veut dire que tu mets aussi en pause ta voix intérieure. Parce que tu fais passer la société avant, tu fais passer tout avant, en fait. Donc tes besoins, ce que tu aimes bien, ta passion, tes amis, etc., tout c'est mis entre parenthèses parce que c'est un frein par rapport à ton focus. Et résultat, c'est que ta voix intérieure, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai expérimenté, ma voix intérieure, qui me rappelle mes besoins, ce que j'ai envie, ce que j'aime, etc., petit à petit, elle commence à être atrophiée. Ouais. Et alors à la fin, le risque, c'est que tu oublies qui tu es, tu oublies quels sont tes besoins, quelles sont tes priorités, etc. Et donc du coup, à ce moment-là, ok, même si tu es très successful, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut le sacrifice? Exact. Tu vois, donc c'est... Ouais. Ok. Mais donc central comme question, je trouve, tu vois. Et ça, c'est ce que j'ai appris, récemment, parce que c'est une question que je me pose aujourd'hui, parce que j'ai envie de mieux préparer la suite, tu vois. Et en fait, c'est quoi la place que je dois prendre dans tout ça, dans les projets qu'on a, dans qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est moins important pour moi. Et c'est vrai que quand tu te poses cette question, j'aurais peut-être fait les choses différemment aussi. Je me serais peut-être un peu plus protégé. Parce que c'est vrai qu'on est ressorti quand même de cette aventure
comme je disais, c'était très intense. On sacrifiait beaucoup de choses. Et donc peut-être qu'avec un peu plus de recul, avec un peu plus de hauteur, on aurait fait les choses différemment, mieux ou pas, j'en sais rien, mais différemment certainement. Peut-être être beaucoup plus conscient de tout, de toutes les contraintes, tant pour nos collaborateurs que pour nos clients, que pour nous. Et donc je trouve que c'est pour ça que je fais cet exercice-là maintenant. Parce que voilà, c'est juste au premier jour du reste de notre vie entre guillemets, et il y a encore plein de choses qui doivent se passer et qui vont se passer. Donc je trouve ça bien de se la poser. Mais donc excellente question. Ok. Excellente question. Tu as aussi investi à droite à gauche, je pense, dans plusieurs boîtes. Je pense que tu es aussi un actionnaire de Colive. Tu peux nous parler peut-être ça, des conversations d'investissement. Est-ce que parfois tu as des red flags et quand tu vois une personne, tu dis ok, là non, d'office que non. Est-ce que tu fais ça de manière plutôt opportuniste, plutôt people investments, ou bien alors est-ce que tu as une façon plus structurée, une stratégie définie avec des tickets moyens, avec un type de segment d'investissement Les gens, avant tout, clairement. Les gens et le projet. Donc des red flags très complexes parce que again c'est toutes petites choses, donc en fait c'est difficile, tu vois, sur un pitch tu reçois un deck, tu as un pitch, tu vois la personne pendant une demi-heure, une heure, ouais, again, enfin oui, il te paraît bien, mais ça veut dire quoi, tu vois, on verra bien quoi. Donc faut laisser pareil là, il faut laisser du temps. Bon, il y a plein de super idées, il y a parfois des concrétisations qui sont un peu plus complexes à mettre en place. Mais donc red flags, pas vraiment au début. J'aime les projets qui sont vraiment au lancement, c'est ça qui m'intéresse. J'aime beaucoup quand même avoir un suivi, pas tous les jours, tu vois, clairement pas. Mais quand même avoir tu vois, savoir est-ce qu'on est tu vois, est-ce que le mec avec ses jumelles qui pointe un truc, est-ce qu'on va au bon endroit ou est-ce qu'on part un peu dans tous les sens, et non, j'adore ça parce que j'apprends tous les jours, clairement, en échangeant, ce qui est quand même vachement cool. Ce que j'ai appris ou les quelques conseils que je peux donner sur mes 10 dernières années, ça reste maigre, hein, mais j'adore les donner, j'adore partager ça, évidemment. Et je rencontre plein de sujets, quoi, plein de trucs. Et donc voilà. Et donc, ce que j'essaye de faire, par contre, généralement, ça doit être impactant. Ça doit répondre à une problématique, ça doit amener une solution à quelque chose. Que ce soit des sujets de mobilité, que ce soit de l'éducation, que ce soit voilà, ça reste quand même généralement lié à l'immobilier, clairement. Parce que je connais, quoi, en fait, c'est plus facile, et donc ça permet quand même d'ouvrir quelques portes. Et donc voilà, et donc ticket, c'est très modeste, hein, donc c'est pas des très gros tickets, mais voilà, si je peux amener quelque chose, si je peux apprendre des choses, et si je peux suivre et donner un petit coup de patte par-ci par-là, je suis ravi. Et donc voilà, non, pas vraiment de red flag. Question adjacente, du coup, c'est j'ai l'impression que les fondateurs qui ont souffert sont plus peut-être méritants, voire qu'ils ont plus de substance, voire qu'ils ont plus de chances d'être des bons fondateurs, parce qu'ils ont peut-être plus de sagesse. Ils ont mieux compris plein de choses dans la vie. Et donc ma question c'est, est-ce que c'est essentiel, est-ce que c'est un passage obligé pour un fondateur pour faire une grande boîte de souffrir? Est-ce que la souffrance est un atout, ou bien alors est-ce que la souffrance c'est juste du sadomasochisme? Je pense que alors je sais pas si je vais utiliser le mot souffrance, je vais plutôt le voir comme on fait et on doit faire plein de conneries. On fait des erreurs, faut juste accepter d'en faire. Et nous on a toujours un grand principe chez nous, c'était fail but fail fast, en gros. Donc tu as le droit de te planter. Quick experiment. Mais vas-y, juste et surtout, tu recommences pas 2 fois la même connerie, et t'apprends de ton erreur, quoi. Donc, oui, il y en a qui sont plus durs que d'autres, ça c'est clair. Ça c'est clair et net. C'était quoi tes plus grosses erreurs? Ou les moments les plus douloureux?
C'est une excellente question et franchement, il y en a plein qui me viennent en tête, quoi. Clairement, parce que l'entrepreneuriat, il n'y a rien à faire, mais bon, tu te bouffes tout, t'es en première ligne, quoi, tu vois. Donc, non, écoute, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui sont pas satisfaits. Et c'est vrai que pas satisfait de mon tort, quoi, entre guillemets. Et donc, c'est vrai qu'à un moment, quand tu grandis, on parle toujours de scaler. Et quand tu grandis vite, c'est pas toujours facile de vraiment scaler ta boîte. Et là, il n'y a rien à faire, mais le tout, c'est de garder un niveau de qualité de service qui reste la même si tu es seul ou si tu es 4000, quoi, en gros. Et ça, c'est un exercice vachement complexe. Et donc, c'est vrai que j'ai déçu. Ça, c'était dur. Pour moi, c'était vraiment dur. Décevoir les gens qui t'ont fait confiance. Ouais, exact. Tu vois, décevoir. Alors bon, c'est décevoir, on se comprend. Hein, c'est pas une question d'honnêteté, d'intégrité. Non, c'est juste une question, un moment où les gens se disent « Ah, c'est plus comme avant ». Tu vois, et c'est plus comme avant. Alors, il y en a plein qui vont dire c'est plus comme avant parce que je n'étais plus l'interlocuteur, machin truc. Mais bon, voilà, ça c'est normal. Donc, il faut quand même prendre un tout petit peu de recul par rapport à ça. Mais quand tu sais que, ben voilà, il y a une info qui est mal passée chez ton collaborateur, puis tu sais, à un moment, tu structures, donc tu as parfois des N+1+2, et puis ça passe pas bien, truc. Et il y a un truc qui devait être fait qui est pas fait, bim, là, t'as ton client qui t'appelle, qui te dit, bon, ça existait pas avant, ça arrive une fois, mais ça peut plus arriver. Là, tu te dis merde, sorry, t'inquiète, ça arrivera plus. Mais bon, fatalement, alors ça arrive plus, comme on dit, t'apprends quoi. Mais pour moi, c'était quand même dur, et ça me faisait souffrir. Okay. Tu vois, vraiment les gens c'était des gens qu'on connaissait bien, c'est des gens qui nous ont fait confiance, grâce à eux qu'on a pu grandir. Ben voilà, et c'est vrai que décevoir des gens qui te font confiance, c'est dur, quoi, okay. Clairement. Donc voilà, mais avec quand même un peu de recul, parce que voilà, tout est relatif quand même, okay. Clairement. Écoute, merci beaucoup. J'ai adoré l'échange, appris plein de sujets. Merci pour ta transparence. Et je pense qu'on est arrivé au bout. Mais très bien, écoute, merci de m'avoir proposé de faire l'exercice, c'était cool. Toujours chouette d'échanger avec toi. Donc voilà, tout bon.